messieurs, j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue pour cette soirée avec Alfred Berchtold. Peut-être deux mots sur le petit accident qu'il a eu. Ce n'est pas une collection de livres qu'il aurait écrit lui-même qui lui est tombée sur le pied, mais c'est une fenêtre. C'est un accident banal, mais ce qui fait que vous l'avez vu venir, lui, ce grand voyageur avec deux cannes. On lui souhaite bonne guérison. Vous voyez qu'il parle ce soir devant un décor inhabituel. Pour ceux qui n'auraient pas lu la presse de ces derniers jours et qui n'auraient pas vu notre président Peter Tchop expliquer de quoi il s'agit, vous avez là le premier prix du Salon d'automne de l'Institut, et c'est un jeune artiste genevois, Fabrice Lang, qui a obtenu ce premier prix, le prix consistant en l'achat de l'œuvre. Cette œuvre lui est donc achetée et appartient désormais au fonds de l'Institut national. Alors, Alfred Berchtold, eh bien, si je voulais paraphraser notre président, je dirais qu'il appartient à ces personnes dont on dit d'habitude qu'il n'a pas besoin de les présenter parce que tout le monde les connaît, mais justement, c'est peut-être ceux-là qu'il convient de présenter aussi. Vous le connaissez parce que vous avez lu des articles de lui dans le journal de Genève, vous avez assisté à des cours qu'il a donnés à l'université, vous avez été peut-être ses élèves dans le secondaire genevois, et personnellement, je l'ai rencontré quand j'étais collégien et qu'il est venu en 1958 nous faire des cours absolument fantastiques sur Henri Dunant à l'occasion du 130e anniversaire de sa naissance. Nous l'avons entendu, nous avons découvert cette manière explosive et érudite de dire, cette manière vitale de présenter la culture, et depuis, bien entendu, nous ne l'avons pas perdu de vue. Alfred Berchtold, c'est un Européen, on pourrait dire, n'est-ce pas, né à Zurich. Il passe d'abord 15 ans à Paris, puis ensuite de 1940 à 1944, il revient à Zurich. Et en 1944, eh bien, il vient à Genève, il vient faire un séjour de 2 mois à Genève. Et il n'est pas parti depuis. Ce séjour de 2 mois continue, n'est-ce pas, désormais. Il est resté à Genève, mais il y est resté en grand voyageur. Et je dirais en grand voyageur dans 2 directions. D'abord, il a voyagé à l'intérieur du département de l'instruction publique de la République et canton de Genève. Ça n'est pas peu dire, puisque vous le voyez à la fois à l'université, au secondaire, dans les écoles professionnelles. Je crois que peu de gens auront navigué comme lui dans cet espace, dans cet archipel qu'est le département de l'instruction publique. Mais surtout, c'est un grand voyageur dans le temps et dans la culture de notre pays. Et ce soir, à propos de cette Suisse, il vient vous poser une question, il vient se poser une question. Y a-t-il un humanisme en Suisse? Alors évidemment, la question n'est pas naïve parce que Alfred Berchtold a creusé cette question et il a fait creuser cette question lorsqu'il enseignait, par exemple, à ce qui s'appelait à l'époque l'école supérieure de jeunes filles. Je me souviens que nos camarades jeunes filles préparaient sous sa direction des dossiers sur un Suisse. Il y avait le dossier sur le Suisse qu'il fallait préparer pour Alfred Berchtold. C'est donc une question qu'il se pose depuis longtemps et il vous la pose, juché qu'il est, sur une pyramide de publications. En ce moment, on ne parle que de son bal et l'Europe, une histoire culturelle. Les 2 volumes qui ont paru à Lausanne l'année dernière. Mais nous connaissions déjà, depuis quelques années, la Suisse romande au cap du XXe siècle. Sa thèse de doctorat de Genève, une thèse de 987 pages, et publiée en 63, rééditée en 68, rééditée en 80. C'est un livre qui, vous voyez, n'a pas perdu de son intérêt et de son actualité. Si on regarde la liste de ses publications et le contenu, on y rencontre tout ce qui fait la Suisse. Sismondi, Euler, Ramu, Landolt, Dufour, Rousseau, Guillaume Tell, bien entendu, on ne pouvait pas le manquer, Jacques Dalcroze, Claparède, et tout ceci, bien entendu, pas comme dans les 2 heures que vous avez peut-être passées sous la tente à Botta, mais véritablement d'une manière approfondie. Vous trouvez là la profondeur du paysage culturel de la Suisse. Eh bien, Alfred Berchtold va montrer qu'il faut certes rendre hommage à cette Suisse des chemins et à ceux qui ont fait les chemins. Mais vous allez le voir, il est convaincu que ces chemins ne traversent pas un désert. En 1963, je me souviens d'avoir assisté
à sa soutenance de thèse. Les membres de son jury l'ont félicité pour son esprit d'à-propos. Eh bien, observez bien ce qu'il va faire ce soir. C'est toujours le même à propos. Il a l'air de vous poser et de se poser une question. En réalité, avec cette question, il nous lance un défi. Identifiez-le et nous en discuterons après. Je vous donne la parole. Mesdames et messieurs, que mon exemple vous soit une salutaire leçon. Si vous n'êtes pas très pratique, ne vous engagez pas intempestivement dans des travaux domestiques, car lorsqu'on ne sait pas penser avec les mains, penser avant d'engager ses mains, eh bien, ce sont malheureusement les pieds qui écopent. Mais que cela ne nous empêche pas de citer gaillardement Denis de Rougemont et d'envisager, comme l'a dit le doyen Hurst, l'aspect pédestre de l'humanisme helvétique. Mesdames, Messieurs, les conférences de ce cycle, à tort ou à raison, sont publiées dans les archives de l'Institut national genevois, et cette conférence paraît aussi sous un titre plus sage, moins flamboyant, dans la revue Cadmos. Dans les deux cas, elle s'ouvre sur une dédicace au poète Jean-Georges Lossier. Pourquoi ? D'abord parce que le pays ne se conçoit pas sans présence du poète. Ensuite, parce que le poète Lossier, dont la parole discrète, recueillie, née d'une longue attente, d'une longue écoute intérieure, d'un silence profond, parce que ce poète rejoint à tout moment, comme l'écrivait Gilbert Trollier, la peine des hommes. Pour lui, je cite toujours Trollier, le mot de fraternité n'est pas vaine phraséologie, mais une réalité toujours menacée qu'il faut sans cesse redécouvrir à nouveau. L'œuvre de Lossier dit notre monde cassé, fragmenté, et le départ matinal de tant d'êtres, chacun sa solitude sur l'épaule. Mon Dieu, ce froment moulu que nous sommes, au pain de fraternité, je ne suis rien sans toi, que suis-je sans mes frères? Mais Lossier dit aussi le passage d'une rive à l'autre, du déchirement à l'apaisement. Et dans l'ouvrage de ce serviteur du CICR, intitulé « Les civilisations et le service du prochain », il parle de ce prochain comme d'un intercesseur qui nous arrache à notre isolement, comme si le chemin de Dieu passait, je cite, à travers les humbles pays d'une préalable fraternité humaine. Poète, à l'écoute des voix de son plus lointain passé, Lossier très simplement et tous les jours l'homme de bons conseils à l'écoute des autres. Et maintenant, attaquons. Plus d'un chroniqueur a rendu compte, parfois avec un sourire complice, voire en rajoutant, d'une exposition qui a eu lieu, qui a peut-être encore lieu quelque part en Suisse, ou qui met en parallèle ce pays cloîtré derrière ses barrières à vaches et le reste du monde où souffle le vent du grand large. Cela commence par l'évocation, inspirée de Max Frisch, du bourdonnement estival des mouches bleues autour des fumiers au soleil un certain mois d'août 1291.
opposé à la découverte par Marco Polo des splendeurs de la Chine. À l'heure où Christophe Colomb découvre l'Amérique, des paysans helvétiques voudraient voir raccourcir le chemin de leur église. Cependant que Mozart crée Così fan tutte, on débat à Mézières de la dîme sur la pomme de terre, tandis qu'un siècle plus tard, Rimbaud, voyageant au Harar, Rimbaud en Éthiopie, etc., etc. Pourquoi pas? Mais j'imagine une autre exposition portant sur exactement les mêmes dates. Au Harar, Rimbaud rencontre une belle et forte figure énergique de Suisse de l'étranger, Alfred Ilg, conseiller, ministre à tout faire du Négus. À l'heure de Così fan tutte, des Genevois de Paris comptent parmi les fondateurs de la société anti-esclavagiste des Amis des Noirs, par exemple Clavière et d'autres futurs Girondins. À peine la lettre de Christophe Colomb sur son premier voyage est-elle en circulation que l'édition bâloise la publie. Et elle publie en même temps, d'ailleurs, La Nef des Fous de Sébastien Brandt, ce best-seller de la littérature. En 1291, les signataires du pacte montrent que loin d'être cloîtrés derrière leurs barrières odorantes, ils savent humer l'air du temps, l'air de l'Europe. 15 jours seulement après la mort du roi Rodolphe, ils prennent les décisions qui s'imposent. Ils les prennent en s'inspirant du passé, ils les prennent en fonction des besoins du présent et ils les prennent dans une perspective d'avenir. D'ailleurs, depuis l'ouverture du chemin du Gothard, ils ne vivent plus dans un bout du monde. On sait l'importance que prendra le chemin qu'ils entretiennent et quels efforts, quels sacrifices il leur impose. Jean Starobinski a rendu, comme l'a rappelé M. Hurst, à Bellinzone, un émouvant hommage à l'obscur, au glorieux travail de ceux qui améliorent sentiers et chemins. Et à ce propos, M. Starobinski connaît mieux que personne ce piéton passionné que fut Jean-Jacques Rousseau, qui partit un jour de Soleure à pied pour Paris. Et dans notre histoire, à côté de tous ces piétons, à côté de ces paysans de montagne, qu'il s'agisse de la mère de Maurice Zermatten, qu'il s'agisse des paysans de Ramus, qu'il s'agisse des paysans saint-gallois, c'est ce nomadisme constant, cette marche constante. Et puis déjà, Thomas Plater et Paracels, piétons passionnés, et cela va au XIXe siècle par Töpfer et Rambert, au XXe siècle vers Gustave Roux et vers Charles-Albert Saint-Griat. Eh bien, à propos du Gothard, je ne citerai ni ses textes sur l'Europe, inspirés à Jules Romain ou à Valérie Larbaud, mais simplement l'inscription ornant le fronton de la chapelle de Hospenthal, la chapelle Saint-Charles, qui a frappé tant de voyageurs. Ici, les chemins se séparent. Ami, où vont tes pas? Descendras-tu vers la Rome éternelle, vers le Rhin allemand et Cologne la Sainte, ou bien vers l'ouest, au loin, en terre de France? Mais 1291 n'est pas seulement la date d'un pacte entre trois communautés de montagnards, c'est aussi l'année du premier traité d'assistance entre Uri et la ville de Zurich, libre cité impériale dont les exportations de textiles, de cuir atteignent l'Allemagne du Nord, l'Italie, la Hongrie, la Pologne. Or, Zurich, qui bientôt figurera en tête des cantons confédérés, se signale en ces années, au début du XIVe siècle, par deux monuments,
qui n'ont rien de limité régionalement ou socialement. D'une part, un rouleau de parchemin représentant 559 armoiries nobiliaires et les couleurs de 28 évêchés, ensemble unique par son ampleur. D'autre part, l'anthologie incomparable des Minnesänger établie par le chevalier Manesse, qui fut un des négociateurs de l'alliance avec Uri. Plus de 600 strophes de 140 poètes, ornés de 138 miniatures, œuvre d'une douzaine de scribes et d'une dizaine d'artistes. Il y avait peut-être aussi des femmes copistes. Et le poète d'alors, le poète zurichois Hadlaub, en la présentant, peut s'écrier avec fierté que nulle part dans l'Empire tant de poèmes lyriques, tant de chants sont réunis. Ils viennent de tous les horizons, de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Suisse d'aujourd'hui, et la beauté du livre ne le cède en rien à son poids. Aujourd'hui, il y a eu des éditions Manesse à Zurich, fondées par une syndicaliste, Verena Konzett, dont j'aurai l'occasion de parler ailleurs. Eh bien, cette bibliothèque Manesse a publié plus de 400 ouvrages de chefs-d'œuvre de la littérature mondiale. Culture profane, mais à la même heure, il faudrait recenser, en ce début du XIVe siècle, les trésors des couvents, des abbayes, qui feront un jour partie de la Confédération, trésors de Saint-Maurice, et telle pièce donnée par Charlemagne lui aurait été donnée par Haroun al-Rachid, trésors de Saint-Gall, ces enluminures uniques de Dicentis ou d'Einsiedeln. Ce sont là des liens, des témoins de liens spirituels, artistiques, musicaux, scientifiques avec le continent et plus que le continent. Et c'est un bagage formidable dont nous hériterons et dont nous sommes, comme de tant d'autres bagages, si peu conscients. Le trésor des manuscrits, qui viendra plus tard à Bâle, après le concile, mais des manuscrits des couvents de Bâle, servira à l'établissement du testament d'Érasme, à l'établissement de tant d'ouvrages des imprimeurs humanistes. Aujourd'hui paraissent sur tous ces sujets des livres souvent très beaux, les catalogues massifs et qui deviennent toujours plus massifs et trop massifs d'expositions s'empilent sur les rayons, mais l'ensemble de notre pays et nombre de ces ténors, politiques ou intellectuels oublient dans la discussion autour de ce pays les composantes culturelles de l'aventure helvétique. Or, l'histoire de la civilisation précède l'histoire politique, l'englobe et se soucie peu de la délimitation précise des frontières que cette histoire politique fixera laborieusement. Qu'importe la suissitude, si vous permettez l'expression, de tel ou tel village tessinois bordant les lacs aux fjords incomparables qui répondent aux fjords du lac des Quatre Cantons, il suffit à notre bonheur que ces villages, la plupart tessinois, des villages italiens, ont bordant ces lacs et produit, tout pays sujet qu'ils étaient, des générations d'artistes, tous ces innombrables tailleurs de pierre, et puis tout à coup il y a un Borromini, un Fontana, un Maderno, un Solari, et qu'ils aient essaimé à travers l'Europe, construisant le Kremlin, construisant une partie de Saint-Pétersbourg. Eh bien, qu'importe que le concile mémorable de Bâle, de 1431 à 48, séjourna à Bâle bien avant, ou 50 ans avant,
l'entrée de cette ville dans la Confédération. Et qu'importe que la Genève de Calvin, la Genève de Rousseau, n'était unie à cette Confédération, quoiqu'elle ait désiré y entrer à part entière, que d'un lien assez lâche, l'essentiel est que chacune des composantes actuelles du corps helvétique, j'improviserai pendant 1 heure sur Saint-Gall, eh bien, a apporté à ce corps helvétique un héritage de forme, de couleur, de réalisation et de pensée qui nous est ou qui pourrait nous être devenu commun. Or, nous ne savons pas le déchiffrer et surtout le maintenir vivant en nous. Des foyers ont brûlé çà et là. Denis de Rougemont le relevait sans concertation, sans planification, sans ordre établi par une autorité centrale. Les uns, parmi ces foyers, ont connu des éclipses, d'autres ont maintenu une lumière, ou tout au moins un lumignon uniforme. Or, en confrontant les apports multiples, on voit se dégager des lignes de force, des tendances communes, des répartitions de rôles, de complémentarité. La Chaux-de-Fonds et Stein am Rhein, ce n'est pas la même chose. L'observateur se voit au milieu d'un réseau qui traverse les siècles et déborde nos frontières. Tant d'apports étrangers, depuis les moines irlandais et Erasme et Calvin et magie, les soupes magie, et tant d'autres éléments si importants, mais il ne faut pas rire de M. Magie qui aurait voulu appeler sa fille Leguminosa et l'état civil ne l'a pas permis. Magie a réfléchi pendant des années comment peut-on améliorer le sort de l'ouvrier, la nourriture de l'ouvrier dont la femme n'a pas le temps de faire et n'a pas les moyens de faire un repas important. Donc je salue Magie, mais il vient comme d'autres de l'extérieur. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Peut-on se demander à tout moment dans l'histoire de nos hautes écoles, dans l'histoire de notre vie culturelle, religieuse, artistique, mais aussi, voyez, comme telle graine, comme telle plante fragile, qui n'aurait pas pu se développer sous nos climats, emporter d'ici, s'est épanouie ailleurs. Une exposition aux États-Unis montre que les textes tirés de Burlamaqui, d'Aimère de Vatel, ces penseurs de Suisse romande, et qui sont entrés dans la Constitution américaine. Nous reviendrons sur le rôle des communautés spirituelles. Il faut nous en tenir aux 2 composantes de la Confédération du XIVe siècle, les campagnes et les villes. La première alliance, celle de 1291, devait, Dieu voulant, se maintenir à perpétuité. Alors on dit clause de style, mais elle s'est maintenue contrairement à tant d'autres, à d'innombrables autres alliances urbaines ou paysannes qui n'ont pas tenu devant le principe dynastique. Or, si elle a tenu, c'est que ces paysans têtus, violents souvent, et peu portés à s'offrir mutuellement des cadeaux, ont su faire chacun le bout de chemin difficile, conduisant, en dépit de leurs divergences et de leurs différences, au rutli commun, réel ou symbolique. Mais seules ces communes n'eussent pas résisté à la politique des grands ensembles dynastiques. Elles ont dû s'allier aux villes, qui elles aussi avaient constitué des groupements associés. La Confédération a plusieurs berceaux, et ces groupements n'auraient pas tenu si eux-mêmes ne s'étaient pas appuyés sur la robustesse paysanne et montagnarde, malgré les divergences d'intérêts. Il y a donc là une complémentarité, et si humanisme suisse il y a,
il s'appuie sur ces deux piliers ruraux et urbains. Au commencement, il y a la nature. Et cette nature s'exprime ici en lettres majuscules, compensant par sa grandeur l'exiguïté du territoire. Sans un long regard sur cette nature, l'histoire de nos origines perd son sens et son sel. Présence première du lac, de la montagne, de la forêt, d'une clairière, d'un torrent qui emporta peut-être ce Chern, le héros mythique, expiant son geste meurtrier en sauvant un enfant dans le torrent. La petitesse de l'homme en face des éléments, tout d'abord dépasse cet homme. Le lac s'étendait beaucoup plus loin à l'intérieur du canton d'Ouri et les colères de ce lac étaient célèbres. Et les colères de la montagne et l'avalanche continuelle sur ces chemins à entretenir. Mais si ce petit homme qui se sent tout petit se redresse, c'est pour lever la main dans le serment vers la transcendance. Et de nouveau, il est dépassé. Humanus ab humo, l'homme à partir de l'humus, rappelait entre autres le poète tessinois Francesco Chiesa. Mais l'esprit a soufflé sur la glaise et le petit homme, par l'association, par l'acte de solidarité qu'imposent les conditions de son existence d'éleveur de bétail et d'entreteneur de chemin, par le serment juré corporellement. On vous oppose toujours les images de serment, les doigts levés vers le ciel et l'histoire authentique des pactes, mais dans le pacte de 1291, il est dit nettement corporaliter juramento, par un serment juré corporellement. Eh bien, ce petit homme, par l'association, surmonte la malice des temps comme des éléments. Et au début, laissons la politique de côté, laissons les suppositions et contre-suppositions, aussi invérifiables les unes que les autres des historiens, de côté, mais il y a d'abord cet homme qui arrache à la forêt, à l'inconscience originelle, un lieu de première culture, une clairière, un essart, un rutli, comme il y en a des centaines d'autres. Et ce rutli nous relie, avant toute politique, à l'effort primordial de l'homme défricheur. Mais, pour rester clairière, il convient que la zone défrichée ne dépasse pas certaines limites, sinon la nature saurait se venger, et pour que le site du lac des Quatre Cantons garde son pouvoir sur l'âme, il convient d'éviter soigneusement toute intervention intempestive. Louis de Bavière aurait voulu acheter le Rutli pour y construire un de ses magnifiques châteaux. Plus tard, on voudra construire sur le Rutli une statue patriotique monumentale style 1900. Ou bien mettez-y un ample restaurant self-service et tout est perdu. Alors, à l'heure du souci, à l'heure du combat écologique, mesure-t-on assez la chance d'un pays qui a pour centre non pas un château, non pas une dynastie ou une métropole conquérante, tentaculaire, mais une simple clairière, conservant à jamais sa part de mystère, dont on peut ne rien faire, qu'on peut souiller de toutes sortes de papier gras, mais qui reste un espace ouvert aux inspirations, le moyeu de la roue, cet espace où l'on peut peut-être méditer. Dans presque tous nos chants patriotiques, et vous savez bien que les traductions de nos chants patriotiques, c'est de la musiquette pour papier enveloppe de caramel, mais le texte original vaut souvent beaucoup mieux que ces traductions. La montagne est là avant l'homme, œuvre d'un créateur dont elle atteste la puissance. Et
cette nature fait pressentir une surnature. Présence aussi du monde animal, au début de notre histoire, au début de notre légende, de la déesse Ursine des temps celtiques, près de Berne, à l'ours de Saint-Gall, au taureau d'Oury, au bétail des pâtres du Grutli, qui retournent le soigner après avoir juré. Ici encore un lien est suggéré, unissant les créatures qu'on retrouve dans l'œuvre de nos meilleurs auteurs, de nos artistes les plus attachants et peut-être le plus fortement chez un artiste d'origine italienne, ou même resté italien, Segantini. Ce lien entre la maternité animale et la maternité humaine, et tout cela dans une atmosphère de prière. Et lorsque je me promenais cet été, je pouvais encore me promener, eh bien, sur ce Righi, n'est-ce pas, parmi ces pâturages constellés de vaches carillonnant jour et nuit, et ces vaches sont quelque chose d'impressionnant, et tous nos débats politiques leur paraissent mesquins, et elles vous regardent avec cette sagesse incommensurable, et c'est alors qu'on comprend que quoi qu'on dise, la voix suisse est d'abord une voix lactée. Merci pour elle. Eh bien, n'est-ce pas, il y a Michelet a parlé d'une Bible de l'ouvrage du poète et naturaliste Glaronet Tschudi, dit Tierwelt der Alpen. Vous voyez chez certains de nos grands écrivains aussi, chez Goethe, chez Ramu, la présence de cet animal. Et nous pensons, nous ne pouvons pas penser au fait de tout ce que l'homme a fait pour l'animal, bien sûr, mais tout ce qu'il lui a imposé. Et nous ne pouvons pas admettre que la fatalité du bétail, n'est-ce pas, d'une certaine façon de traiter le bétail, d'engraisser le bétail, puisse se maintenir. Et c'est pourquoi je ne crois pas indigne du plat de ce soir de saluer l'initiative de ceux qui ont boycotté le foie gras. Eh bien, comme disait Peggy, et l'arbre de la grâce et l'arbre de nature ont tellement uni leurs rameaux fraternels que c'est la même essence et la même stature. On sait avec quelle délicatesse le grand évêque de Coire, je parle naturellement de Monseigneur Caminada, d'origine qui ne mérite aucun sourire, Monseigneur Caminada, fils de paysan, a parlé des cultes naturels primitifs qui ont précédé dans ces vallées hérétiques l'arrivée du christianisme. Un théologien comme Ragaz aussi, un penseur chrétien comme Gotthelf le rejoignent ici. Alors certains reprochent à la Suisse que de monter comme au palais fédéral avec ce panorama du Grutli, à cette Suisse pourtant industrialisée très tôt, dont la paysannerie ne représente aujourd'hui qu'une proportion infime de la population, d'avoir cultivé jusqu'au cœur de ce siècle l'image mythique et mystifiante du paysan, aux dépens notamment de celle de l'ouvrier, voir les villages suisses de nos expositions de Genève 1896 ou Zurich 1939. Rappelons qu'effectivement l'industrialisation de la Suisse était en quelque sorte camouflée par le fait que, n'ayant ni gisement de minerais, ni charbonnage, les Saint-Étienne, les Manchester ne s'édifiaient pas, mais qu'on pratiquait le Verlagssystem, qu'on pratiquait l'horlogerie dans les campagnes, la broderie, le textile dans les campagnes, de sorte qu'autour de Saint-Gall, vous avez une agglomération de 100 000 ouvriers,
mais vous ne les voyez pas comme ouvriers, et vous vous souvenez de ce que Jean-Jacques Rousseau disait, des montagnons jurassiens, moitié paysans, moitié artisans. Mais si les villes de Zurich, Berne et Lucerne s'inscrivent en tête de la Confédération, 3 villes, Ulrich Imhof, dans un livre intéressant, Mythos Schweiz, mais ce livre est magnifique, sauf le titre, Mythos Schweiz. Il aurait dû dire Die Schweiz als Wille und Vorstellung. La Suisse comme volonté et représentation. Car aujourd'hui, on abuse un peu du terme de mythe, on le met à toutes les sauces. Eh bien, si le mythe est toujours positif quand il s'agit des pygmées et des troglodytes, mais négatif lorsqu'il s'agit de ce pays. Ce n'est pas très juste. Alors, je disais donc que s'il y a des villes au centre de ce pays, devenir suisse apparaissait devenir paysan. La paysannerie environnant la Suisse voulait devenir suisse, ça voulait dire voulait s'affranchir, et les humanistes, notamment les humanistes allemands, se gaussaient lourdement de cette Suisse paysanne. Rabelais, très doux, demande gentiment, c'est Suisse, que savons-nous? Si jadis c'était saucisse, je n'en voudrais mettre la main au feu. L'éminent lettré Sébastien Brandt, auteur de La Nef des Fous, que j'ai cité il y a un moment, quitte Bâle lorsque celle-ci devient suisse, et peu s'en est fallu que le grand éditeur Hammerbach l'ait suivi. Cependant, une sagesse paysanne s'exprime transfigurée dans la bouche, dans les visions du plus grand mystique de ce pays, Nicolas de Flue, et dans celle du premier réformateur de ce pays, Zwingli. Origine mi-paysanne aussi, celle de Paracels, et quoi de plus savoureux que les autobiographies du chevrier valaisan Thomas Plater, assoiffé d'Hébreu, devenu éditeur de Calvin, recteur de gymnase, ou bien de ce paysan tisserand, Uli Brecker, le pauvre homme du Tockenbourg, qui nous a laissé, comme Plater, une admirable autobiographie et un commentaire, pièce après pièce, de toutes les œuvres de Shakespeare qu'il lisait pour se consoler des humeurs de son épouse acariâtre et qui avait, hélas, trop de raisons de l'être. Eh bien, il faudrait parler de la demeure paysanne, d'une certaine dignité exprimée par la demeure de l'Emmental ou de l'Engadine, du théâtre en plein air tirant sa sève des pouvoirs de la vie paysanne. J'ai évoqué plus d'une fois cette fête des vignerons, célébrée avec le concours des divinités antiques, quelquefois de grands metteurs en scène étrangers, de petits rats d'opéra et tout ce que vous voulez, mais le moment décisif, je l'ai rappelé plus d'une fois, c'est le moment où les vraies vaches arrivent sur la scène avec des vrais armaillis fribourgeois, et alors retentit le rang des vaches qui a un effet sur l'âme de tout autre que n'importe lequel de nos chants patriotiques. Et est-ce un hasard si au XIXe et au XXe siècle, les deux plus puissants génies épiques de ce pays s'appellent Jérémias Gotthelf, dont il faut lire l'œuvre dans la langue originale et non pas dans la traduction des pasteurs neuchâtelois pour en mesurer la grandeur, et Ramu, qui, comme Gotthelf, les deux hommes transcendants, tout folklore et tout régionaliste, font tenir, comme Dickens fait tenir le monde dans la ville de Londres ou Balzac dans Paris, font tenir un univers dans le cadre de l'Emmental, du Valais ou du vignoble vaudois. Cette sagesse, l'obstination, la ténacité, la rudesse, voire la lenteur paysanne et montagnarde, Ramu, j'exagérerais cette lenteur, marque dans les domaines les plus divers le style de penseurs et d'artistes souvent fort éloignés de la vie rurale. Le paysan connaît les limites de l'homme
et sait que son travail est journellement menacé par des forces qui le dépassent, et il convient de tenir bon quand même tout le temps qu'il faudra. Le mot « quand même », le mot « dennoch », c'est la devise implicite, pas seulement de Spittler, de plus d'une de nos personnalités marquantes, de personnalités qui se présentent à l'occasion sous le signe de l'ours, totem de ce pays. L'ours Pestalozzi, l'ours Rousseau, l'ours Dürrenmatt, l'ours Ramu, l'ours Hodler. Eh bien, le quand même helvétique a des parallèles ailleurs. À l'embouchure du Rhin, vous avez le quand même du passeur d'eau d'Émile Verhaeren. Alors, timidité souvent bourrue et méfiance chez ces Suisses qui s'expriment moins bien que les Allemands, que les Français ou que les Italiens, méfiance à l'égard du bel canto, du discours trop brillant, de la formule qui s'imagine s'être soumis la réalité. Ici, il y aurait des remarques de l'écrivain Luthi sur la France de Gaulle. Préférer au grand mot le progrès pas à pas. Voilà un alexandrin et très helvétique d'Eugène Rambert. Pour Pierre Cérézol, à chaque parole qui suit une parole, l'effet s'affaiblit. Je tâcherai de ne pas être trop long. Il se renforce à chaque coup de pioche qui suit un coup de pioche. Lorsque l'esprit suggère à l'homme d'accomplir de grandes choses, le diable lui dit « fais un discours » et la pression qui devait pousser à l'acte se perd dans des mots. Les grands principes, écrit Rougemont, laissent le Suisse relativement indifférent. Un observateur italien du siècle des Lumières, il dit « ils n'approfondissent la théorie que pour l'appliquer à la pratique. Leur esprit entièrement, ici un Euler ferait exception, quoique il se soit tourné, ce mathématicien, vers des applications pratiques très précises, notamment sa turbine. Leur esprit, dit l'Italien gentiment, entièrement tourné vers le bien de l'humanité, de la patrie, ne leur permet pas de se borner à la spéculation. Tout le monde n'a pas vu des Suisses toujours désintéressés et préoccupés uniquement du bien général. D'autres parlent de leur âpreté au gain, mais l'un n'exclut pas l'autre. On peut remarquer dans les différentes littératures que certains des écrivains les plus généreux et les romanciers de la bonté sont souvent, comme Gotthelf, ceux qui demandent les plus forts honoraires. Et ils n'ont pas tort, après tout. Eh bien, penser avec les mains, la formule célèbre convient dans ses acceptions diverses, au-delà du sens que lui donne Rougemont, à l'homme de la terre comme à l'artisan des cités. Au siècle d'Érasme, il convient au guérisseur Paracels, il convient à Plater, ouvrier, cordier, en même temps que professeur d'hébreu. Au siècle de Goethe, il convient au médecin, à l'alpiniste Haller, comme à Saussure, qui se dit plus apte à frapper sur des pierres qu'à polir des phrases, à Pestalozzi, à Fellenberg. Le citadin Pictet de Rochemont, qui vit bien sûr à la campagne, mais expérimentateur agricole, en même temps que directeur de revue, le directeur de la célèbre bibliothèque britannique, eh bien, il s'intéresse à des questions de charrues, de pommes de terre et de moutons mérinos. Il trouve le mérinos excellent, mais un peu plus mélancolique que le mouton helvétique. Ceci contredisant les thèses de Dürrenmatt. Eh bien, Pictet de Rochemont se dit homme d'étable et non pas homme d'État, et pourtant, nous savons ce que ce pays lui doit. Le citadin Sismondi se met en Toscane, mais il met la main à la pâte, il met la main à la terre, il ne craint pas les plus durs travaux de terrassement avant d'étudier l'économie de la Toscane, avant d'étudier l'histoire de l'Italie
et d'écrire ces 18 volumes d'histoire des républiques italiennes au Moyen-Âge et de se soucier du sort des ouvriers d'usine. Parfois, penser avec les mains peut s'orthographier en pensant à Pestalozzi, à Dunant, à d'autres, P-A-N-S-E-R. Mais il faut le répéter après tant d'autres, la Suisse n'a donné au monde ni grand penseur désintéressé, pas de Hegel, n'est-ce pas, ni métaphysicien sublime, ni génie de la démesure, pas de Michel-Ange ou de la divine gratuité, pas de Mozart. Elle a produit en revanche nombre de penseurs, qu'ils soient historiens, qu'ils soient juristes, qu'ils soient pédagogues, soucieux d'une philosophie appliquée, d'une efficacité transformatrice, des techniciens aussi, des praticiens, et puis des artistes désireux, non pas d'art pour l'art, mais d'atteindre la communauté ou l'individu dans leur totalité, à partir de leur rythmique, comme Dalcroze, à partir de leur peinture, comme Barthélemy Mène, à partir de leur architecture, comme Le Corbusier, un souci d'atteindre l'homme en lui-même et non pas d'être simplement l'homme d'une technique. Alors, parmi ces hommes et ces femmes, nous n'allons pas maintenant traiter le thème connu, trop connu, inconnu, méconnu de la Suisse province pédagogique. Il faudrait là plusieurs heures. Je me borne à citer Ramu, qui parle des Suisses, ne sachant pas vivre, ils enseignent. Et surtout, Jean-Jacques Rousseau a 15 ans, Émile a peu de connaissances, mais dans le petit nombre de choses qu'il sait, et qu'il sait bien, la plupart est la plus importante est qu'il y en a beaucoup qu'il ignore et qu'il peut savoir un jour beaucoup plus que d'autres hommes savent et qu'il ne saura jamais, et une infinité d'autres qu'aucun homme ne saura jamais. Laisser mûrir l'enfance, pas laisser pourrir l'enfance. Dans l'enfant, c'est la formule de Jean-Jacques Rousseau. Le sens de la lente germination du vivant, le sens de la durée organique qu'il convient de respecter, le sens du mystère de l'âme humaine que ne suffisent pas à exprimer les concepts de l'intellect, ce sens caractérise depuis Paracelse, opposé pour cela notamment à la peine de mort, les meilleurs des penseurs suisses, qu'il s'agisse de penseurs aussi différents les uns que les autres que Madame de Staël ou Charles-Ferdinand Ramu. Ils s'entendent à nous rappeler les limites de l'intellectualisme et la nécessité d'une pensée alimentée à des sources plus profondes. Gemütsdenken, Herzdenken, écrit Jung, dans une acception légèrement différente. Cette pensée qui englobe toute l'affectivité, c'est aussi le terme qui convient à Pestalozzi, cette figure dostoïevskienne, la plus bouleversante peut-être de notre histoire, et qu'on commence à ne plus bien connaître dans ses véritables dimensions. Eh bien, si Jung a consacré un ouvrage au type psychologique de l'introverti et de l'extraverti, quittons la prairie du Rutli qui incite à l'introversion et rejoignons la route du Gothard et son extraversion. C'est après l'ouverture de cette voie, favorisée par une performance technique remarquable. Il y a la technique ici et les passerelles suspendues des Scholenen que commence notre histoire. La Suisse est fille de l'Europe en circulation. La route relie entre elles l'étranger et les étrangers et ce pays, mais entre elles les cités, les régions culturelles, les ethnies différentes. L'axe nord-sud croise l'axe est-ouest du plateau suisse de Cointrin à Romanshorn, générateur de l'amitié entre Genève et Fribourg d'abord, Genève et Berne et Zurich ensuite. Et les situations sont différentes, les langues sont différentes, les confessions vont être différentes.
Et le centre de la Suisse, et nous stylisons à peine, vous le savez bien, se trouve à quelques pas de plusieurs frontières linguistiques. Et pourtant cela a tenu. Et nous voyons bien aujourd'hui mieux que jamais combien c'est difficile que cela tienne si l'on n'est pas toujours soucieux d'un dosage équitable entre les nécessités de l'un et les nécessités du multiple. Des différences fondamentales s'ajoutent dès que la Confédération grandit aux différences entre campagne et Zurich et villes, et les villes se tournent, Zurich se tourne vers le nord-est, Berne se tourne vers l'ouest, ce qui n'intéresse pas du tout les cantons primitifs tournés vers le sud. Et l'aventure confédérale est liée au thème du pont, et j'ai beaucoup parlé du pont, et on me demande l'année prochaine de garder encore quelques images à propos des ponts de Saint-Gervais. Alors je vous laisse simplement l'importance capitale du pont dans notre histoire et l'importance du nom de ce premier pont, le pont du diable. Je l'ai dit, je le redis, dès le début l'histoire suisse annonce qu'il n'y a pas d'histoire humaine, pas d'histoire religieuse, pas d'histoire artistique sans la participation du mal. Eh bien, dans ce pays, que de risques de rupture au cours de l'histoire, que de ponts sans cesse à réparer, et si on ne s'y prend à temps, ça donne des histoires de Jura, etc., il faut peut-être aussi savoir à temps couper certains ponts. Eh bien, or, au cours des siècles, de l'ermite Nicolas de Flue au poète Spitteler, en passant au magistrat Wettstein, au général Dufour, et peut-être peut-on le dire, bien que nous soyons dans la salle Jamfasi de Gustave Ador, eh bien, apparaissent au bon moment, au moment décisif, des hommes qui font le geste nécessaire, alors que la situation semblait très gravement atteinte. Apparaissent des figures de rassembleurs comme le général Guisan, mais surtout, ce qui tient ensemble des cités et pays suisses, c'est un système longtemps pratiqué, on voudrait presque dire bricolé plus que défini, qui tente de répondre aux propos du contrat social de Jean-Jacques, trouver une forme d'association qui défend et protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun, s'unissant à tous, n'obéisse pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant. Il faudrait la répéter 3 fois. Mais c'est rechercher, bien sûr, la quadrature du cercle. Mais la Suisse est tout sauf un pays cartésien construit sur d'impeccables définitions. Rougemont parle d'une vieille propension helvétique à concilier dans la pratique les incompatibilités couchées sur le papier. Alors qu'il n'y a pas si longtemps, le petit classique Larousse consacré au contrat social ignorait tout simplement le chapitre essentiel traitant du fédéralisme. Nous voyons, pour ne parler que de Coppet, de Jean de Muller, à Sismondi, à Paul-Henri Mallet, à Benjamin Constant, tout le groupe de Coppet uni dans la défense et l'illustration du fédéralisme républicain, et qui dit fédéralisme dit souci des minorités. Sismondi voit même l'histoire de France comme une longue lutte entre une confédération d'États et l'autorité royale finalement triomphante. Pour tout Coppet, la variété, c'est la vie, l'uniformité, c'est la mort. Vérité d'usage externe comme d'usage interne. Gottfried Keller célèbre la diversité dans l'unité comme une école d'amitié. Et Jacob Burckhardt estime que ce qui est européen, c'est la manifestation de toutes les forces, l'expression de toutes les voix, c'est le refus de se soumettre à des monarchies universelles, à des théocraties de type oriental. Ce qui pour l'Europe est mortel, écrit Burckhardt, c'est l'écrasement par une puissance mécanique.
quelle qu'elle soit. L'Europe est sauvée par ceux qui la préservent dans les domaines politiques, religieux et sociaux d'une unification, d'un nivellement imposé. Mais vous voyez bien, il dit unification, nivellement imposé, il ne dit pas collaboration, association, union volontaire. Burckhardt envisage ici le domaine spirituel comme le domaine temporel. C'est le moment de rappeler la présence du spirituel dans l'histoire d'un pays qui n'est ni plus ni moins vertueux qu'un autre. Et ce spirituel composante essentielle de tout humanisme complet. Nous avons fait allusion plus haut à cette tradition des témoins, des martyrs, la geste des moines défricheurs et bâtisseurs, l'activité ordonnatrice des évêques qui a précédé, comme celle des dynastes, des seigneurs, la constitution du corps helvétique. La tradition de la Légion thébaine se retrouve de Saint-Maurice à Genève, abbaye Saint-Victor, de Soleure, Saint-Ours, à Zurzach, Verena et à Zurich. La cité industrieuse et exportatrice de Saint-Gall grandit dans le lieu le moins prédestiné à un lieu commercial autour du couvent. À Einsiedeln, les pèlerins affluent de partout, mais les affrontements sont durs entre l'abbaye et les gens qu'on dit très catholiques de Schwytz. Un saint ermite contribue pour une part décisive à éviter en 1480 la cassure de la Confédération et permet par Soleure, par Fribourg, son expansion vers l'ouest, donc à plus ou moins brève échéance vers les pays francophones. Nicolas de Flue est aussi le premier à formuler nettement ce qu'on pourrait appeler la doctrine de non-ingérence des Suisses dans des conflits étrangers, mais rassurons-nous, ses fils s'empresseront de faire exactement le contraire de ce que leur Saint-Père conseillait, et ils s'en sont très bien trouvés. On sait les effets culturels des conciles, cette arrivée, cet apport en terre germanique de l'humanisme italien, des conciles de Constance et de Bâle, par ailleurs fort discutables du point de vue de l'orthodoxie romaine. Le concile de Bâle a, et ça c'est assez étonnant, accepté de dialoguer avec l'hérésie hussite. Il aurait voulu jouer sa partie dans la réunification des églises d'Orient et d'Occident. Mais voici au seuil du XVIe siècle une rupture nouvelle, celle de la chrétienté occidentale. Et ce sont, dans le corps helvétique, bien sûr les villes qui prennent l'initiative, la campagne toujours plus conservatrice, et Zurich en tête, adopte pour la plupart la réforme. Zwingli, qui est le premier à formuler explicitement pour les Suisses la doctrine du droit d'asile, Calvin, naturellement, et leurs successeurs marqueront pour des siècles leur cité d'adoption et quelques autres cités. On sait le retentissement de la réforme dans sa forme helvético-genevoise face à la forme luthérienne. Si Berne, je ne développe pas le thème, mais si Berne n'était pas devenu réformé, qu'en serait-il d'un ou du protestantisme francophone? Les réformateurs entretiennent une correspondance européenne. Et voici, j'utilise des termes anachroniques, qu'à l'internationale catholique répond une internationale protestante. Le calvinisme rayonne sur la France, les vallées vaudoises, la Hongrie, l'Angleterre, l'Écosse, bientôt, au-delà des mers, la Nouvelle-Angleterre. Leurs problèmes deviennent parfois ceux d'ici. Leurs réfugiés, quand ils sont accueillis, sont des frères, quelquefois, souvent, élargissement de l'horizon. De même, lorsque Fribourg invite le jésuite hollandais Pierre Canisius, Saint-Pierre Canisius, qu'il oppose au collège de Genève, son collège Saint-Michel,
Saint-Michel qui terrasse l'hérésie, de même d'autres modestes cités, Brigue ou Sion ou Delémont, appelant à la rescousse des pédagogues jésuites, tout cela prend place dans un débat d'une ampleur, et le théâtre, alors religieux de l'époque l'exprime, d'une ampleur plus que continentale. Et pourtant, on ne renonce pas pour cela aux étroitesses locales. Il y a, vous le savez bien, l'esprit de Genève et l'esprit genevois. Fribourg, a-t-on pu dire, est une petite Rome et un grand Romont. Et je sais bien, je crois, et j'ai déjà cité la chose, dans un village d'Obwald, qu'il y a quelques décennies, on cherchait un curé et l'on disait allemand ou nidwaldien s'abstenir.